Mesdames et messieurs, regardez la courbe Ethereum Bitcoin, on est de retour en 2020. Ok, c'est bon, j'ai capté ton attention, on est parti. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est la suivante. Maintenant qu'il suffit juste de regarder la charte pour se mettre un petit coup de déprime, et qu'a posteriori, c'est super facile de dire qu'on a fait une mauvaise décision, est-ce qu'Ethereum, ce serait pas le Nokia ou le MySpace de la crypto? Pour les plus jeunes qui n'ont pas la référence, j'ai l'impression d'être un petit vieux juste en disant cette phrase. MySpace, c'était un réseau social qui cartonnait à l'époque. Voilà, ils ont atteint leur pic de popularité en 2007, et ils se sont fait doubler par un réseau social que tout le monde connaît et qui a même eu droit à son propre film. Drop the. Just Facebook. It's cleaner. Pour qu'aujourd'hui, quasiment plus personne ne se souvienne de ce que c'est. Si ce n'est un prototype qui a tourné pendant un temps, et qui s'est fait doubler par la concurrence parce qu'il était déjà trop gros pour changer de bord assez rapidement. Ils n'ont pas réussi à s'adapter, la suite tu la connais, ou plutôt c'est la raison pour laquelle tu ne les connais pas, ils ont coulé. Est-ce qu'Ethereum en 2021 c'est pas MySpace en 2007? Eh ben écoute, je t'ai posé exactement la même question, et à 36% tu me dis que oui. Alors bon, c'est pas mon meilleur sondage, il y a que 400 votes, mais je pense que ça veut quand même dire quelque chose. Et plus que ça, je suis également tombé sur quelques tweets que j'avais envie de mentionner avant de commencer la vidéo. Je t'interromps 30 petites secondes avant de continuer la vidéo. Si tu chasses les airdrops, tu sais à quel point c'est compliqué d'être au courant de tout ce qui se passe. Alors j'ai créé une newsletter airdrop qui fait un énorme récap de toute l'actualité une fois par semaine. C'est le Grimoire du Mage, c'est gratuit et il y a quasiment 10 000 inscrits. Si tu veux un ordre d'idée de ce que tu peux retrouver dessus, je te mets à l'écran. C'est énormément d'informations, c'est quasiment tout ce qu'on a vu passer sur Twitter, histoire de te faire gagner le maximum de temps, avec les news, les airdrops à Clem, les actions pour être éligible aux prochains airdrops, et tout ça directement dans un mail que tu reçois une fois par semaine dans ta boîte. Si t'en as marre de louper tous les airdrops et surtout que tu veux gagner énormément de temps toutes les semaines, pour recevoir la prochaine édition, c'est directement le premier lien en description. Il y a ce tweet de DeFi Café qui m'a interpellé, qui nous explique qu'il est particulièrement bearish et que ça fait pas si longtemps que ça, parce qu'il y a 1 ou 2 mois encore, il pensait qu'il y avait de l'espoir, et qui après les chutes successives n'en peut juste plus. Et en prenant un petit peu de recul, il cite plusieurs points, notamment le fait que l'Ethereum sur les Layer 2, bon, on l'utilise juste pour payer les gaz et on l'utilise pour pas grand chose d'autre, que personne n'utilise réellement Ethereum comme c'était le cas à l'époque, qu'il y a trop de Layer 2 qui sortent et qui ne servent vraisemblablement à rien, et qu'au final tout ce qu'on fait c'est de sauter de Layer 2 en Layer 2 en attendant que chacune lance son token. Et la concurrence des nouvelles Layer 1 avec Sui, Solana, même Aptos, et bien au final niveau expérience utilisateur on est sur des trucs qui explosent Ethereum. Pour lui la question se pose, c'est vraiment est-ce qu'Ethereum c'est pas une technologie du passé, et est-ce qu'on reste pas bloqué dessus par peur de sauter vers la nouvelle vague? Son post là il représente tous les arguments qui sont bearish. Il y en a peut-être un ou l'autre qui sont pas cités ici, je pense au passage du Proof of Work au Proof of Stake, qui à mon avis a énormément joué aussi, ou encore au fait que les projets qui se lancent aujourd'hui sur Ethereum ont de moins en moins de succès, ce qui donne quand même une boucle de rétroaction négative, et aujourd'hui ça tire la tête de ce côté-là aussi. Pour une thèse à l'absolu opposé, on a celle de Mark Zeller, qui dit que jusqu'à présent Ethereum a passé absolument toutes les mises à jour sans le moindre souci, que le gaz tourne aux alentours des 1 GWES suite à une mise à jour récente qui a augmenté la taille des blocs, qu'on a une énorme mise à jour qui arrive avec Pectra qui devrait améliorer énormément l'expérience utilisateur, notamment le fait qu'il ne devrait plus y avoir besoin de signer des approuves à chaque fois que tu fais une transaction, et ça sans compromettre la sécurité, que les protocoles qui tournent dessus sont matures et profitables, et que la majorité de l'activité économique on-chain, eh ben, elle tourne largement sur Ethereum Mainnet. Quand tu regardes la TVL qui est associée à la DeFi, eh ben, elle est toujours à plus de 50% sur Ethereum, et ça malgré la concurrence. Les Layer 2 font le café malgré le fait que les blobs devraient coûter plus cher, les baleines et les institutions, et même le président lui-même utilise Ethereum. En narrative restante, on a le fait d'avoir un ETF pour de l'Ethereum stacké, qui est un produit assez sexy, et il y a eu beaucoup de changements en interne, notamment avec une nouvelle entité qui s'appelle Etherealize, et qui est beaucoup plus focus niveau business. Voilà, ça globalement c'est le courant de pensée un petit peu plus positif qu'on va retrouver généralement pour Ethereum. Pareil, il y a un ou l'autre point qui sont pas cités dedans, mais bon, c'est le game. Et donc maintenant qu'on a cette base-là, qu'on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien, et ben on va pouvoir commencer à creuser. Alors on va repartir un petit peu dans le passé et on va se remettre dans l'ambiance du cycle précédent. Avec la Wayback Machine, on remonte en novembre 2021. Novembre 2021, c'est un Bitcoin à 56 000 $, un Ethereum à 4 300 $, donc bien plus haut qu'il ne l'a jamais été ce cycle. Et 2021, quand on zoome, c'est également un Ethereum qui représente quasiment 20% de la dominance. C'est un truc qu'on utilise avec un gaz qui est à 153 GWE.
Et non, c'est pas une anomalie si je prends le jour d'après, donc le 25 novembre, et ben là on a un Gwei à 151. Ah, et aussi on a ce genre de choses qui n'apparaissent plus aujourd'hui, on a un Ether qui prend 6% en une journée. Mais bon, là n'est pas le débat, si on se balade un petit peu dans le top 100, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il n'y a quasiment pas de concurrence au niveau des Layer 1. On va avoir effectivement la BSC qui prend du terrain parce qu'Ethereum c'était beaucoup trop cher à l'époque. C'est vraiment pas un mythe, il y avait une époque à laquelle on payait des 150-200 $ de frais juste pour minter un NFT sur Ethereum. Justement parce que quasiment toute l'activité on-chain était sur Ethereum. La BSC à son prime, je dirais qu'elle avait des frais de transaction entre 20 centimes et 1 $, quelque chose comme ça. On avait Solana, mais Solana c'était pas du tout le Solana d'aujourd'hui. Quasiment aucun projet n'avait de token et le concept des airdrops n'existait justement pas. En véritable concurrence d'Ethereum, il y avait également du Avalanche, qui s'emballait quand même de temps en temps et était clairement pas une solution parfaite. Et si on descend un petit peu plus bas, on avait également du Terra, ou plutôt du Luna, qui est devenu ce qu'on le sait aujourd'hui. La seule utilité du CRO de Crypto.com, c'était d'avoir la fameuse carte. C'était un énorme flex de payer avec ta petite carte en métal et de recevoir le cashback. J'en suis presque nostalgique, c'est te dire. On avait également du Polygon, à une époque là où Polygon c'était pas juste Polymarket. Elrond était à quasiment 20 fois son prix actuel, même s'il n'y avait pas grand chose à faire sur la blockchain. Olympus DAO avec son home n'avait pas encore implosé, et l'UST ne cotait pas encore à la première valeur binaire. Bref, on avait un écosystème totalement différent d'aujourd'hui et dès qu'il y avait un petit peu d'activité, et ben le problème c'est que les blockchains commençaient à devenir chères, voire même très chères. En zoomant un petit coup sur Ethereum, c'était toujours du proof of work. Il y avait une hype folle au niveau des NFT, il y avait du monde qui se bousculait pour passer des transactions et il fallait bien timer, et surtout le concept des Layer 2 était pas encore là ou alors à ses prémices. Arbitrum ayant tout juste 3 mois à cette époque, et Optimism un tout petit peu plus, mais toujours sans token. Voilà, ça c'est juste pour te plonger un petit peu dans l'ambiance, l'écosystème était particulièrement différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais plus que l'écosystème qui était différent, c'était également les valeurs et surtout les aspirations. À l'époque, la DeFi c'était quand même relativement nouveau, et il y avait un véritable essor de ce côté-là pour que ça devienne quelque chose de connu, d'utilisé, pour onboarder le maximum de monde dans la DeFi parce que c'était vraiment une solution d'avenir. Alors on est d'accord, il y avait énormément de forks, comme encore aujourd'hui, mais ce qui pour moi faisait la différence, c'était surtout cette vision et ce fait que c'était neuf. Le fait que personne n'avait encore suffisamment de recul pour dire que tous ces trucs-là allaient aller à zéro tôt ou tard. Bref, un truc qu'on a perdu aujourd'hui et qui s'appelle l'espoir. L'illusion d'un futur meilleur et on-chain pour tout le monde, elle n'est plus pour la majorité des dégénérés qui sont là depuis un petit moment. Que ce soit dans les tranchées, au niveau des projets de la DeFi ou même au niveau des blockchains. Lancer un projet aujourd'hui, c'est lever des fonds, attirer des farmers pour faire monter les métriques, leur donner un petit pourcentage de la supply parce qu'il faut quand même bien se faire voir de la communauté, faire semblant de continuer le projet pendant 4 ans histoire que le vesting tombe et puis exit. Je veux dire, aujourd'hui sur Ethereum, il n'y a plus personne qui croit à une énième Layer 2. On les a tout essorés sur ces 2 dernières années. Optimism, Arbitrum, Zcash, Scroll et toutes les plus petites qui sont passées à droite à gauche, aujourd'hui à la mode et qui n'a toujours pas de token, mais qui un jour, peut-être, Base, qui entre nous est comme la L2 qui propose la meilleure expérience utilisateur, entre la stabilité malgré toute l'activité, les frais qui sont très bas, et juste les applications qui se développent dessus. Le truc c'est que ça reste Ethereum et qu'il n'y a absolument aucune nouveauté. Tout ce que tu pouvais déjà faire sur les 5 Layer 2 précédentes, et ben tu peux encore le faire sur Base, mais les tickers ont d'autres noms. Alors oui, c'est backé par Coinbase, mais le jour là où il drop un token, je te garantis que l'activité va diminuer, pour que l'activité se déplace sur la prochaine Layer 2 à la mode. Et c'est même pas une caricature, c'est un fait. Et tu le sais très bien, quand on a des scénarios qui se répètent, et ben certes, le premier fonctionne bien, je pense à Optimism et Arbitrum, puis après, plus on va loin dans l'exécution, plus les gens comprennent le game, et moins ces nouveaux événements deviennent intéressants. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un ras-le-bol de l'expérience typique qu'on a sur les Layer 2. Il n'y a quasiment pas de projets innovants et les seuls qui le sont ne sont pas excitants. Que ce soit parce que les mécaniques ne permettent pas de faire de pognon, ou juste parce qu'on est encore sur une centième innovation incrémentale qui va changer 2% de l'utilisation de l'utilisateur. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin de nouveauté et un besoin de fraîcheur qu'on ne retrouve pas sur les Layer 2 d'Ethereum. Mais le gros problème aussi, c'est qu'avec la baisse des frais qui est vraiment dramatique, je te rappelle qu'en 2021, on payait 150 $ par transaction pour acheter un NFT. Là, aujourd'hui, on paye 2-3 centimes grand maximum par transaction sur une Layer 2. Dont il y a peut-être 1 centime par transaction qui retourne vers Ethereum. Le truc, c'est qu'on n'a plus besoin d'autant d'Ethereum qu'avant.
Là où avant il fallait anticiper chaque transaction, aujourd'hui faire des transactions ça coûte peanuts. Et d'un côté c'est très bien parce que ça ramène plus de monde on-chain, il y a moins de freins, les gens peuvent expérimenter, peuvent plus toucher à des projets, chose qu'ils n'auraient pas fait avec 150 $ la transaction. Je veux dire, la DeFi sur Ethereum, si t'avais pas un 6 chiffres à poser en 2021, c'était mort, tu pouvais rien faire dessus. Et ben malheureusement aujourd'hui les gens n'ont plus tant besoin d'avoir de l'Ethereum que ça. La fondation d'Ethereum a toujours une vision, mais une vision qui est, comment dire, un petit peu douteuse. Là où à un moment ils jouaient vraiment pour gagner et pour être les meilleurs, aujourd'hui ils jouent pour ne pas perdre. Et ça c'est déjà un aveu de faiblesse. Tu rajoutes le fait que la fondation n'arrête pas de vendre son Ethereum, le fait qu'on n'a pas eu d'énormes applications qui soient sorties du lot en 2024, et également le fait que tous les projets qui construisent sur Ethereum, que ce soit des L2, que ce soit de la DeFi ou autre, et ben ils ont tendance à de moins en moins se valoriser. Et tu crées ce qu'on appelle un cercle vicieux. Mais le truc c'est qu'aujourd'hui c'est pas comme en 2021, là où quand on cherchait à aller sur la concurrence, bah l'expérience était un peu meilleure, mais pas significativement meilleure. Aujourd'hui, il y a une paire de blockchains qui ont des expériences utilisateurs qui sont vraiment bangers. Alors certes, ça se ressent pas au niveau du prix pour toutes, je pense à Aptos par exemple, mais l'expérience utilisateur sur ces blockchains est juste géniale. Bon ok, là j'ai plutôt des choses hors EVM en tête qui me viennent, avec par exemple Solana qui aujourd'hui a vraiment une expérience qui est picobello, même si on est quand même sur la blockchain du Grift, il faut pas l'oublier, et celui qui propose également une très belle expérience utilisateur. Mais aujourd'hui là où ça me marque un petit peu plus, c'est que du côté EVM, on a également de très belles choses qui se construisent et des choses qui sont intéressantes. Je pense à Sonic qui, malgré un passé très lourd, aujourd'hui commence à s'illustrer au niveau de la DeFi et des rendements qu'on peut retrouver dessus. À ça, tu rajoutes une campagne d'airdrop qui, certes, à mon avis, est plus de l'opium qu'autre chose, et je ne pense pas qu'elle payera plus que ça, mais tu obtiens une layer 1 qui génère de l'engagement et qui est 20 fois plus intéressante et originale que ce qu'on aura sur n'importe quel layer 2. Dans le même genre, on a également Berachain qui lui est également un parti unique avec son Proof of Liquidity, et pareil pour toute personne qui a déjà fait l'effort de débarquer dessus, et ben ce qu'on peut y faire c'est 20 fois plus fun, 20 fois plus intéressant et 20 fois plus original que tout ce qu'on peut retrouver sur les layers 2 d'Ethereum. Et ça en dit quand même long sur l'expérience utilisateur. Dans le même genre qui dénote en ce moment, même si c'est pas exactement une layer 1, on a également du hyper liquide. Solana est devenu quand même vachement plus intéressant, même si c'est toujours la blockchain du crime. Mais aujourd'hui, quasiment tout ce qu'on peut retrouver sur Ethereum, bah il y a un équivalent qui existe sur Solana. Et même sur la BSC, il recommence à se passer 2-3 trucs. Bien que la TVL d'Ethereum est énorme et qu'elle représente plus de 50% de toute la DeFi, j'ai l'impression qu'en grosse partie elle reste stagnante et que c'est plutôt des bribes de cette TVL qui partent jour après jour vers d'autres écosystèmes. Et même si aujourd'hui encore Ethereum ça représente une bonne partie de mon folio, ben c'est de plus en plus difficile d'être bullish dessus. Et puis bon, faut peut-être le rappeler, mais si t'es positionné sur un altcoin, et ben autant faire en sorte que ce soit un altcoin qui performe quand on monte. Alors à partir de là, ça devient de plus en plus difficile de justifier la détention d'Ether. Et de mon côté, s'il n'y avait pas les airdrops, et ben je pense que j'aurais déjà abandonné l'Ether il y a un paquet de temps. Parce que la performance de l'Ether en lui-même est absolument désastreuse, et que la seule chose qui relève le tout, c'est pas les 2-3% d'APY que tu peux choper en stackant, mais bien les airdrops qu'on a pu recevoir ces dernières années avec l'activité sur les blockchains. Et plus particulièrement les Layer 2 pour la plupart. Alors aujourd'hui, en me tapant le réel de plein fouet, ben je suis obligé de le reconnaître. Ethereum ces dernières années, ça a clairement pas été le move du siècle. Et pour les airdrops, j'aurais pu faire les mêmes performances en étant en stablecoin ou dans des versions wrappées de Bitcoin et plein d'autres alternatives. C'est un peu du copium de dire qu'on est obligé d'être en Ethereum pour chasser les airdrops des Layer 2. Alors maintenant qu'on a dit tout ce qui clochait, on va essayer de zoomer un petit peu plus sur les trucs qui pourraient jouer dans les prochains mois, voire les prochaines années, histoire d'avoir la partie opposée. Déjà, on a une prochaine update qui s'appelle Pectra et qui normalement devrait être live d'ici la fin du printemps. Mise à jour qui devrait grandement améliorer l'expérience utilisateur en transformant les comptes classiques en l'équivalent de compte smart contract aujourd'hui. Le plus gros avantage avec ça, c'est surtout au niveau des approuves, là où tu n'auras plus besoin d'approuver, ce sera fait automatiquement dans ton dos. Alors je suis pas sûr que ça sonne comme un positif de dire dans ton dos, mais si en réalité ce sera ça, tout en gardant la sécurité. Et ça devrait également permettre aux devs d'avoir plus de flexibilité, notamment pour des jeux ou autres. Honnêtement, je suis pas plus hypé que ça, certes, c'est cool, c'est une feature qu'on attendait depuis un petit moment, qu'Ethereum, ben, n'ait plus cette problématique avec les approuves. Ce que les gens ils veulent, c'est que le prix y monte, c'est pas que ce soit un petit peu plus simple d'utiliser la blockchain. À venir, on a également un projet qui s'appelle Mega Ethereum et qui va essayer de faire une layer 2 sous stéroïdes. Alors pourquoi j'ai essayé? Ben tout simplement parce que pour le moment, le testnet n'est pas encore live. Donc on n'a pas pu tester le truc et on sait pas si c'est bien, si c'est pas bien ou si c'est survendu, comme quasiment tout ce qui se fait au niveau des blockchains. C'est facile de dire sur le papier, on fait 100 millions de transactions secondes. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué.
D'ailleurs, grosse mention à Eclipse qui prouve qu'ils ont des performances qui sont très jolies. Mega Ethereum, c'est un truc qui pourrait venir avec force et c'est un truc qui pourrait également ramener énormément d'activités on-chain. Et je verrais bien clairement plein de choses développées dessus. Le problème, c'est que des applications qu'on connaît et qui vont débarquer dessus, ben j'ai déjà regardé et il n'y a rien qui m'emballe plus que ça. C'est génial d'avoir une blockchain super rapide, mais il faut encore qu'il y ait des projets qui veulent construire des trucs qui sont en accord avec les nouvelles possibilités de ce que tu construis. Parce que si c'est pour retrouver exactement les mêmes forks qu'on a déjà sur Base et les 50 autres layers 2 qui fonctionnent exactement pareil, ben ça tue un petit peu tout l'intérêt et nous ce qu'on veut c'est un vent de fraîcheur. Donc je reste quand même vachement mitigé sur le fait que Mega Ethereum va être game changer. D'un point de vue un petit peu plus large, on a également le fait que les ETF pourraient maintenant permettre de générer de la yield sur les Ethers qui sont stackés, ou plutôt stacker les Ethers qui sont déjà déposés dans les ETF. C'est pareil, c'est cool, les gens de la TradFi a priori apprécient tout ce qui est yield, mais est-ce que c'est suffisant pour avoir une demande impressionnante du côté d'Ethereum? Eh ben j'en suis toujours pas convaincu. On a également le fait que le projet de Trump est construit sur Ethereum, que BlackRock a choisi Ethereum pour ses fonds, et qu'une partie non négligeable des blockchains décide de construire sous la forme d'une layer 2 pour Ethereum. Je pense à Sony par exemple avec Soneum, qui encore une fois est rien d'autre qu'une layer 2 ennuyeuse comme les autres. Ben pareil, c'est tristoun et à part la volonté d'extraire le maximum d'argent possible des utilisateurs de la crypto, j'en vois pas trop l'intérêt quoi. Je pense que tu commences à comprendre, dans tout ce que j'ai cité qui est positif, il y a rien qui me hype. Et de plus en plus, j'ai l'impression que je détiens mon Ethereum pas par choix mais plus par habitude. Et ça c'est triste, mais surtout c'est pas la bonne façon de faire, parce que c'est avec ce genre de stratégie que tu te retrouves à détenir des tokens qui vont à zéro. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai des doutes sur le futur d'Ethereum. Ça veut pas dire que je pense que demain il va s'effondrer, du jour au lendemain ça va se faire remplacer par une layer 1 qui fonctionne mieux. Le truc est énorme et s'il devait mourir, eh ben il mourrait au fil d'années. Ça prendra du temps et même énormément de temps. Mais par contre, ça veut pas dire non plus qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, je suis en train de me dire bah je vais liquider 100% de mes Ethers. Mais par contre, si on a un rebond, je pense clairement que je vais en liquider une partie. Parce que là aujourd'hui, j'ai plus la vision. Et clairement, c'est problématique. Encore une fois, il faut différencier les deux entre ce qui se passe au niveau de la blockchain, le fait qu'il y ait toujours aujourd'hui énormément d'utilisateurs, qu'une grosse partie soit sur les layers 2 d'Ethereum, et l'asset qui, lui, ne performe pas. Moi, mon problème ici, il est avec le fait que l'asset ne performe pas. Et que, comme indiqué dans le titre de la vidéo, si tu avais acheté de l'Ether il y a 18 mois, et ben aujourd'hui, si tu le compares par rapport au rendement que tu as eu sur un livret A, le rendement sur le livret A est gagnant. C'est juste terrible. Alors évidemment, ça c'est le cas là où tu as juste détenu ton Ether. En réalité, c'est pas le cas pour la majorité d'entre nous. Je veux dire, si tu es sur cette chaîne, il y a de très bonnes chances que tu farmes également les airdrops. Et donc, tu as peut-être ou pas réussi à tirer ton épingle du jeu et à générer plus, voire même largement plus, que ce que tu aurais eu sur un livret A en ayant de l'Ether et en faisant des transactions sur différents réseaux pour choper des airdrops. En l'état aujourd'hui, je suis pas capable de te dire que tel réseau va venir prendre sa place parce qu'il est meilleur sur absolument tous les points. C'est faux, il y en a absolument aucun qui me vient en tête à ce niveau-là. Mais ce que je suis capable de te dire, c'est qu'à force de jouer pour ne pas perdre à la place de jouer pour gagner, c'est quasiment sûr que dans quelques années, Ethereum va se faire doubler. À mon avis, ils ont perdu ce truc qui fait que tu montes. Ils ont testé les layers 2 et aujourd'hui, c'est un franc succès au niveau des nouvelles layers 2 qui sont créées, des utilisateurs que ça a ramené, mais par contre, ça a absolument aucun impact positif au niveau du prix. Pour te dire, depuis qu'ils ont fait l'update sur les blobs, Ethereum n'est plus déflationniste. Ce pari-là sur les layers 2, moi de mon côté, je le trouve perdant. Alors on se retrouve peut-être dans quelques mois avec des tweets qui vont citer cette vidéo comme étant le bottom absolu d'Ethereum, mais aujourd'hui j'avais quand même besoin de partager sur ce sujet, que ce soit ce que je vois aujourd'hui, les doutes, la perte de vision, etc., parce que je pense pas être le seul à ressentir ça. Et je sais qu'on est beaucoup à s'être calmé de la foule des gènes du bear précédent de 2021, et qu'on a sauté sur Ethereum comme une alternative largement moins dégène, qui au final, hors airdrop, n'a pas du tout payé. Ça c'est un truc que je trouve complètement barjot. Alors bon, je sais pas de quoi sera fait le futur malheureusement, je peux pas te dire avec certitude si demain Ethereum va se faire remplacer, ou si demain ce sera de nouveau le roi avec une autre version, un autre fonctionnement, qu'ils auront revu les blobs, etc. Mais je voulais juste partager ce ressenti à travers cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu quand même si elle est moins joyeuse que ce que j'ai l'habitude de faire, et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!